Ah, vas-y. Donc là-dessus, on revient un petit peu sur ce dont parlait Henri, mais c'est pour passer. Il y a un plugin dans Jenkins, tu peux juste peut-être le présenter, mais qui permet d'enchaîner pas mal des jobs et surtout la pratique d'avoir un Jenkins par équipe. Donc ils ont le même outil pour des utilisations différentes et les outils communiquent pas mal. Donc là, c'est se réunir autour d'un même outillage. Ça, en retour d'expérience, ça marche assez bien. Et de pas forcément tout partager dans le même outil parce qu'il y en a un qui va vouloir contrôler, mais d'utiliser le même outil sur des aspects différents est une bonne pratique aussi. Donc je pense que le Trigger plugin peut-être faire un peu de pub pour ça parce qu'il n'est pas là au départ. Je ne sais pas si tu peux le montrer un petit peu. Là, on s'en est pas servi. Dans notre cas, nous, on s'en est pas servi parce qu'on n'avait pas l'outillage on n'avait pas l'infrastructure pour monter tout sur 3 Jenkins, on va dire un Jenkins pour le dev, un Jenkins pour la QA et un Jenkins pour les ops. Donc on a tout mis dans le même, mais quelque chose qui est de bonne, un conseil à donner, c'est comme on voit qu'il y a 3 typologies, on va dire, d'acteurs dans le métier de l'édition, qu'elles soient en direct ou par vente de produits. Donc les devs, la QA et les ops, c'est pas une mauvaise idée, c'est même largement recommandé d'avoir effectivement trois instances de Jenkins, une qui correspond, on va dire, vraiment à l'approche continuous intégration. Donc je veux assurer des builds en continu, les promouvoir et en tout cas les pousser vers un repository de livrables. Avoir un deuxième Jenkins qui est utilisé pour la QA, donc de mémoire, enfin pas de mémoire, mais c'est typiquement ce qui était utilisé chez Exos. On l'avait développé pour notamment faire tous les tests de performance et les tests d'automatisation nocturne, donc pour éviter justement que les équipes de QA aient la tâche le matin de redémarrer les instances. Donc les instances étaient démarrées sur certaines instances avec différentes versions d'appli étaient démarrées. Elles étaient stressées en termes de performance et on récupérait, donc la nuit, avant que les équipes de QA arrivent, il y avait une passe complète de tests de performance qui était fait. Donc le matin, quand ils arrivaient, globalement, ils avaient le dashboard, donc ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, et ça leur permettait, ce qui est très important, c'est de voir globalement, c'est si d'une journée à l'autre, on avait une régression dans les perfs ou une amélioration. Ça, c'est un point important, faut pas oublier que c'est pas tout de faire du beau code ou du bon code, il faut aussi du code qui soit efficace. On peut mettre des fonctionnalités terribles dans un produit, mais si ça introduit des régressions au terme de runtime, effectivement l'utilisateur il va être peut-être content parce qu'il aura des fonctionnalités un peu plus sexy, mais les équipes de production et au final les utilisateurs vont commencer à s'en plaindre. Donc il y avait un Jenkins qui était dédié pour l'équipe de QA. Et un Jenkins pour les ops qui est globalement le Jenkins qui va lui, on va dire, faire l'automation entre par exemple des livrables à prendre sur un repository de livrables comme Nexus pour aller les déployer éventuellement sur des sites de pré-prod, voire sur des sites de QA si on considère qu'il y a un savoir-faire quelque part qui n'a pas à être dans la juridiction des équipes de QA, voire dans les équipes de prod. Là c'est pareil, on a le même outillage mais avec 3 utilisations très différentes. Typiquement, l'outillage que vous aurez pour le type de job qu'il y aura dans les Jenkins pour le dev, ça sera des jobs qui seront très liés, par exemple, à de l'outillage autour de Maven. Pour la QA, ça sera peut-être plus de l'outillage autour d'outils comme JMeter, Grinder et autres. Et pour les ops, on va retrouver des jobs qui seront écrits en bon shell des familles. Voilà, donc ça c'est une illustration de partage d'outils sans forcément partager les mêmes instances. Gildas, sur une partie plus au niveau du développement. Oui, donc dans la première partie de la conférence, on a parlé beaucoup du livrable et un des prérequis pour faire du déploiement continu aussi, c'est d'avoir un artefact qui soit unique, que ce soit en période de développement, mais aussi lors de la livraison. Et pour ça, qu'est-ce qu'un livrable déjà ? C'est un jeu de fonctionnalités, ça on est certain qu'il ne va pas évoluer, qu'on va tester en local, qu'on va livrer en test et qui va partir en prod éventuellement. On le maîtrise, donc on va clairement avoir le même jeu de fonctionnalités. Par contre, après, on va avoir potentiellement des dépendances sur des ressources, une base de données, un serveur mail. Tout ça, c'est des ressources qui sont spécifiques à l'environnement en général. Et l'intégration avec d'autres avec des logiciels aussi,
Et pour ça, en fait, il y a la notion de configuration. On va venir configurer notre application pour utiliser les bonnes ressources. Tu peux parler de code source. Quand on parle de ressources, on pense rapidement à JNDI qui est clairement prévu pour ça. On va venir configurer, non pas dans l'application, mais dans le conteneur dans lequel on va déployer, tout ce qui est la définition des ressources. Ce qui fait que le livrable, le WAR en lui-même, sera le même, et il va juste venir récupérer ces informations via le conteneur. Il va demander au conteneur, donne-moi la ressource dont j'ai besoin. Ça, quelque part, on va venir déléguer la configuration aux ops. Parce que c'est en général eux qui vont configurer cette partie serveur. Par contre, ça, c'est qu'une partie de ce qu'un livrable peut faire, dans le sens où il y a des ressources, mais parfois on aimerait bien avoir des configurations qui sont clairement différentes. Bon, il y a la notion de sécurité, par exemple, qu'on va vouloir activer ou pas. Et ça, c'est pas faisable via JNDI, qui n'est pas du tout prévu pour ça. Avec... Oui. Gildas, tu peux remettre Oui. Tu peux remettre les. On va remonter. On va montrer les sources après de notre partie, mais je vais juste voilà. D'accord. Donc avec Spring, on a utilisé Spring dans l'application parce que c'est un peu mon dada, mais bon, il y a certainement moyen de le faire avec des autres technologies. Avant Spring 3.1, on avait une possibilité de gérer ça un peu de manière spéciale, dans le sens où pouvoir importer un fichier de configuration particulier, on pouvait faire comment? On importait une ressource qui était elle-même configurable via les propriétés système. Donc en fait, on venait importer une ressource qui s'appelle config-env.xml et on injectait cette propriété dans les propriétés système au démarrage de la JVM. Ça permettait, par exemple, en local, de dire bon, voilà, on va venir récupérer une base de données qui soit embarquée. Et dans le mode production, d'avoir une base de données récupérée via JNDI. Seulement, cette solution-là, qui marche bien, elle a quand même quelques petites lacunes, dans le sens où, imaginons, moi ça c'est bien, c'est pour l'environnement. Maintenant, on pourrait même dire en test, dans un certain moment, je vais activer ou désactiver la sécurité ou changer le système de sécurité, d'avoir un système de mock ou passer sur un système OpenID. Si dans notre cas, on va le montrer après, on veut potentiellement utiliser un vrai serveur de mail ou utiliser un système, le nom c'est Mailtrap. Oui, il y a un site qui en gros capture tous les SMTP qu'on envoie pour pouvoir les débugger. Donc en gros, c'est un serveur SMTP qui est fourni et qui va pas vraiment délivrer les emails et qui va permettre aux développeurs de voir ce qui était envoyé comme si c'était vraiment envoyé. Ou encore, un autre cas qu'on a mis en place, c'est dans un premier temps, on n'avait pas forcément de Mongo installé correctement sur une VM. Alors on est passé sur un système, c'est Mongo HQ, qui est un service sur le net. Et donc, là, commencer à jongler avec toutes les possibilités de profil, c'était un peu difficile avec le système que je présente ici sur le slide. Or, avec Spring 2.1, on a la possibilité, ça c'est une configuration en mode Java. On va dire, voilà, ça c'est la configuration de base, mais je vais en plus importer d'autres configurations, mais qui elles sont spécifiques à un profil. Donc par défaut, si on ne spécifie pas de profil, elle va être lue, mais pas chargée complètement. Ça c'est la version XML pour ceux qui préfèrent encore faire de XML, ça, il y a les deux modes. Et en fait, via, encore une fois, un mode, on a le mode dev où on veut mettre un système pour un set property pour activer un profil, et le mode ops, qui est plus parlant pour les gens qui vont démarrer un Tomcat par exemple, de mettre le Java ops et d'activer un profil. Sachant qu'ici j'en ai mis qu'un, mais l'intérêt de ce système-là qui est standardisé dans Spring, c'est de pouvoir en activer plusieurs simultanément. Du code. Ouais. Alors ce qui est intéressant dans l'histoire, donc là il a la casquette Spring. D'ailleurs il a une très bonne présentation sur Spring 3.1 encore. Si vous voulez en savoir plus, qui va venir cette semaine, je vous invite à regarder le planning. Ça va être super. Il va y avoir des Jedi, tout ça. Il va y avoir des Chewbacca. Pas trop de. Donc
Donc au-delà de l'outil en particulier, donc là en l'occurrence on avait fait le choix de Spring au départ, donc on a poussé ça jusque dans ce qui est intéressant par rapport à l'approche DevOps, c'est le fait de dire qu'est-ce qu'on peut apporter nous dans l'environnement qui va aider ensuite à faciliter la transition, l'externalisation des paramètres de configuration, quoi. Et donc là c'est ce qu'on va illustrer, peut-être en montrant un peu les exemples. Encore une fois, c'est pas l'exemple particulier qui est intéressant, mais la démarche. De dire, voilà, on a une application donc avec la conf dont on parlait tout à l'heure. Donc si on prend la conf mail, ici, on prend l'exemple de la conf mail, j'ai une conf locale qui part du principe que, en gros, elle va aller chercher dans un fichier javamail-local.properties les infos dont elle a besoin pour se connecter. Donc c'est vraiment du très simple, hein, il n'y a pas de connexion. Si on a un localhost 25 sans authentification, il va l'utiliser. On va dire que c'est pas ce qu'on va utiliser en prod. En prod, en l'occurrence, nous sur notre cible, on utilise un SMTP de Gmail, en l'occurrence, qui est remote. Cet SMTP, lui, va être configuré en JNDI. Donc là, on a un autre profil qui est le prod mail, qui lui va chercher en gros la session JNDI, qui donc, pour ceux qui connaissent un peu Tomcat, est configurée dans le contexte XML de Tomcat. Donc on aurait pu le faire aussi avec des fichiers propriétés de Spring, mais on peut utiliser aussi JNDI. À la limite, ça, ce sont des moyens. L'approche, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire des paramètres qui sont dans cette conf. Et là, on va essayer de suivre un petit peu le chemin de cette configuration. Et l'exemple JNDI est assez intéressant, parce que c'est un mélange d'un peu tout. On a une conf ici en local. Pour la lancer, il va falloir que je passe à la JVM les paramètres que montrait précédemment Gilda, c'est-à-dire un paramètre ici en disant prod mail. Donc dans les profils, je vais avoir une liste séparée par des virgules avec prod mail dedans. Et à ce moment-là, il va utiliser le mécanisme de prod, c'est-à-dire chercher la ressource JNDI. J'en ai une qui est définie dans ma web app, ce qui doit arriver dans pas mal de web apps dans le meta-inf par défaut, qui est là juste comme un placeholder avec d'ailleurs un mot de passe qui n'est pas le bon dans cette branche-là, c'est pas grave. On s'en fiche un peu en l'occurrence. Et alors ce qui est intéressant, c'est pas tant le fait qu'on ait ce paramètre-là, c'est qu'à un moment donné, on va assembler notre war. Et on veut pas que ces paramètres soient dans le war. On veut qu'ils puissent être opérables. Et donc là, le mécanisme qu'on a en l'occurrence avec les RPM, et on va le voir par ailleurs dans la construction du RPM Tomcat, c'est qu'on va en fait injecter cette configuration. Ouais, je vais juste montrer l'assembly rapidement. Donc dans l'assembly, en fait, on a ici un descripteur donc, qui est le descripteur d'assembly. Donc si vous n'avez jamais utilisé, vous pouvez utiliser n'importe quel autre système de build, mais Maven c'est quand même mieux. Clin d'œil, hein. Mais bon, pour l'assembly en lui-même, qui en gros est pas spécialement lié à Maven, le plugin assembly, c'est quand on veut vraiment absolument avoir toute la chaîne. Là, c'est un endroit où on peut utiliser un système de script un peu plus procédural, si on a quelque chose d'un peu plus complexe à construire. Parce qu'en l'occurrence, là, le but, c'est de construire une archive qui contient en cible, je peux vous le montrer parce qu'elle est explosée ici, elle va contenir un répertoire, je sais pas si c'est assez visible, mais je crois pas que je puisse augmenter la taille de l'arborescence. Un répertoire apps repo dans lequel on va mettre le war cible, qui va être déployé par le biais d'un fichier de contexte Tomcat ici, qui lui contient des paramètres qui sont plus les bons, donc c'est pas très grave, vous pouvez les copier. C'est plus le mot de passe qui va bien. Donc là on a des paramètres, mais qui en l'occurrence sont mis en dur, donc c'est pas encore la cible ultime, hein. C'est ce qu'on va illustrer par un autre patch ensuite. Et on a comment dire pardon. On a, en fait, ce fichier va être injecté et va être utilisé par le package RPM qu'on va voir ensuite. On a aussi ici un fichier properties qui est le paramètre Mongo de prod. Là, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a produit un fichier pour la prod qui contient un placeholder. Donc le format de ce placeholder, c'est pas un standard du net, c'est un choix commun, on va dire, motivé aussi par un mécanisme existant de squelette de fichiers qui existait côté Ops, qui est de dire, voilà, tout ce qui commence par app underscore entouré par des doubles arrobases. Ça aurait pu être un autre format, genre moustache avec les doubles accolades. Ça revient à peu près au même principe. C'est un placeholder pour le paramètre. Donc ce placeholder, il va être remplacé soit dans une première phase par le système de packaging. C'est-à-dire au moment où on va packager, on va remplacer des valeurs. Soit il va être remplacé au moment du lancement du serveur. On va remplacer les valeurs qui vont être injectées depuis des fichiers de package. Donc ça, on va montrer la suite de l'histoire. Puis dans lib, il y a JavaMail. Bon, c'est pas... Voilà. Oups, c'est pas le bon.
Pas sorti. Ça bascule? Non, non. Regarde l'autre côté du câble. Oui. Parce que ce serait pas drôle s'il n'y avait pas de problème technique. Voilà. Vas-y, fais ton packaging natif rapidement pour Attends, on va faire un truc plus simple. Hop. Voilà. Alors, l'approche packaging natif. Alors, pourquoi il y a différentes façons de. Tout à l'heure, je posais la question aux gens, aux personnes, aux développeurs qui étaient dans la salle. Je leur posais la question qu'est-ce qu'un, on va dire, un artefact opérable par une équipe de production. Donc, zip, tarball, jar, war, c'est clairement pas des livrables qui sont opérables tels quels par les équipes de production. C'est des parties du système, c'est des composants ou c'est des fichiers qui vont devoir être injectés, mais c'est nécessaire, mais pas suffisant. Typiquement, le fait d'avoir un war, ça ne me garantit pas que le Tomcat, par exemple, qui va l'héberger, est déjà présent. Ça ne me garantit pas que j'ai, par exemple, configuré les bonnes informations pour me connecter à un pool de connexion. Ça ne me garantit pas non plus que j'ai éventuellement configuré les limites qui vont bien pour cette application en termes de fichiers ouverts, en nombre de jobs qui peuvent être exécutés. Et surtout, ça ne me garantit pas d'avoir quelque chose qui est simplement opérable par les équipes de production. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que comme on donne quelque part un fichier qui est assez simple, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de fournir la documentation quelque part d'assemblage manuel qui va venir avec. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait pendant des années, même et surtout, on va dire, dans le monde du développement autour des technologies Java. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équipes de prod, alors notamment en environnement Unix et Linux, elles utilisent depuis au moins 10 ou 15 ans des packages natifs. Quand vous prenez votre distribution Linux préférée, donc on va prendre une Red Hat ou une SUSE, si vous regardez, il y a une liste de packages qui composent en fait l'ensemble du système. Et l'ensemble du système, c'est, alors ça peut être le kernel, les librairies principales, mais ça peut être aussi un moteur MySQL, un frontal Apache HTTPD, et ainsi de suite. C'est des composants bien identifiés. L'avantage de ces composants, donc on va dire, il y a 3 grandes familles de packages en environnement Unix. Il y a les RPM, donc ça, c'est globalement ce qui adresse 90% des systèmes Linux d'entreprise. Je parle pas des autres dans le détail, mais globalement les Red Hat et les SUSE. Il y a du Deb pour les environnements Debian Ubuntu et PKG sous Solaris. Donc un package, au final, c'est quoi? C'est un fichier, c'est un seul fichier. Donc plutôt que faire, comme à une certaine époque, envoyer par mail, parce que ça c'est connu, le jar, le war, le correctif, le fichier de conf, puis le fichier de conf de préférence, on l'envoie dans un deuxième mail. Comme ça, on est sûr qu'avec plein de livraisons, l'équipe Ops ne va rien rater. On a l'ensemble des informations dans un seul fichier. Dans ce fichier, on a quoi? Des données, donc des fichiers, des fichiers internes et des programmes. On a aussi du code qui va, et c'est là que c'est très intéressant, et même capital, c'est qu'on a du code qui va être exécuté au moment, durant le cycle de vie de l'application. Autrement dit, du code qui va être exécuté quand j'installe l'application. Du code qui va être exécuté quand je la mets à jour. Autrement dit, quand vous passez d'une version 1.0 de l'application à une version 1.1, vous pouvez mettre du code à l'intérieur qui va gérer quelque part cette évolution. Typiquement, vous passez le cas d'usage typique, c'est se dire, je passe d'une version 1 de mon modèle de base de données à une version 2. On peut le faire à cet endroit-là, on peut effectivement faire la procédure de reprise et de migration de base de données. Et si ça ne marche pas, on rollback et on bloque l'upgrade. On le signale très rapidement. De la même manière, on peut aussi mettre du code au moment de la désinstallation. Ce qui est très intéressant, ça veut dire que globalement, quand on retire un composant système, enfin un composant applicatif, il fait le ménage derrière lui. Bon, il y a plusieurs, globalement sur le... Alors il y a des points communs avec Maven, donc il y a un DSL relativement simple, donc sur Maven son DSL est largement basé sur XML, là c'est globalement avec un langage de scripting qui est très simple, qui se rapproche très très fortement d'un scripting bash, donc quelque part qui se retrouve dans un environnement et dans un écosystème connu des équipes de production, puisque c'était la destination. Il y a quelques commandes pour les manipuler, donc pour les injecter, pour les mettre à jour et autres.
un truc important dans les RPM, c'est on gère dans un RPM la notion de dépendance peut-être un peu plus poussée que dans l'environnement Maven, puisque là on considère qu'il y a des prérequis de runtime. Vous avez une application qui a besoin d'une base de données MySQL. Vous pouvez dire dans l'application, dans le descriptif, moi il faudra que sur cette machine, il y ait une base de données MySQL. Votre application, au moment de l'installation, si la base de données n'est pas là, soit elle va vous proposer, suivant le système de packaging que vous allez utiliser, elle va vous proposer de télécharger, d'installer la base de données, soit elle va carrément interdire, dire non, il manque un composant prérequis, vous corrigez ça et après on en reparle. Ça, on va dire, c'est une dépendance forte, mais qui est liée à un environnement de runtime. L'ensemble des packages, en fait, ils peuvent être hébergés en local, mais beaucoup plus important, ils peuvent être hébergés en distant, en HTTP. Donc là, ça se rapproche quelque part du même principe qu'on a dans Maven avec un artefact, un repository d'artefacts. La seule chose, c'est que là, c'est pas fait c'est pas des JRDware, mais c'est des RPM. Et le truc intéressant, c'est que les outils que vous utilisez, donc Adminima, Nexus et Artifactory, ont déjà la fonctionnalité native ou via des plugins gratuits de gérer ce truc-là. Donc l'intérêt pour vous et globalement pour l'entreprise, c'est de se dire on a un seul repository d'artefacts d'entreprise. Ouais, donc, je pense que tu peux passer directement au code sur la partie. Donc là, on va regarder le détail d'un fichier RPM. Donc le DSL il est relativement simple, hein. Donc il y a effectivement des ifs and else, c'est étonnant mais on peut en faire avec des variables. Donc là clairement on va pas rentrer dans le détail, ceux que ça intéresse, je les invite à venir me voir par la suite. Il y a une partie déclarative en fait sur lequel on passe des paramètres. Donc là notamment c'est savoir dans l'exemple de notre application, on considère que le moteur d'exécution il est bundlé avec l'application. Autrement dit, je veux poser mon application, elle vient avec son moteur d'application. Là, on a décidé de partir avec un Tomcat, et comme le Tomcat a un cycle de vie bien défini, on peut à tout moment dire on passe sur la dernière version qui a été réalisée. Donc là, qu'est-ce qu'on avait encore? Donc là, on a un nom, on a une version, une notion de release. Alors, c'est comme ça que vous les identifiez quand vous regardez vos packages. Donc un descriptif assez rapide sur globalement la licence et tout. Donc ça c'est toute cette partie-là, groupe, URL et autres, c'est obligatoire. Et là on commence à mettre des informations intéressantes. Donc on définit par exemple l'utilisateur, l'ID de l'utilisateur. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez voir à la fin du RPM que c'est des opérations d'enregistrement que l'on fait. Donc typiquement, plutôt que de dire à votre ops, voilà j'ai un service, mais il faudra qu'avant tu n'oublies pas de créer le compte utilisateur, le groupe, lui mettre le permissionning qui va bien, ça va être fait à ce moment-là. On a un positionnement dans le file system. Donc là on a suivi une recommandation FHS, donc de mettre on va dire les packages entre parenthèses qui sont pas natifs à la distribution dans /hop, et on sépare bien la partie données qui se trouve dans programme qui se trouve dans /hop et la partie data qui se trouve dans un autre répertoire varlib. Pourquoi? Parce que là, on va pouvoir jouer sur des droits. Très mauvaise pratique que se dire, je fais une application, je mets le code et les données au même endroit. Parce que le code, normalement, si on est très parano de la sécurité, on le met de telle manière qu'il n'y a que le profil administrateur qui puisse le modifier. Ça évite juste que si votre système est corrompu, quelqu'un puisse injecter du code malveillant à l'intérieur de votre système. Donc on définit un certain nombre de choses. Donc là, il y a par exemple de l'enregistrement. Point intéressant, là, on a un requirement. Ce requirement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce système-là, pour qu'il tourne, il faudra qu'il y ait un Java 1.6 calibré de cette manière-là. Donc ça veut dire que vous voulez poser une application Java sur un serveur, imaginons qu'on vous donne, ou Clop s'est préparé un serveur, si l'environnement Java n'est pas présent, il ne pourra pas l'installer. Donc là, il aura effectivement le choix de télécharger et d'installer une version Java qui correspond à une 1.6. Si vous regardez, là je ne définis pas l'implémentation du moteur Java, je dis il me faut un Java qui soit niveau 1.6. Si vous êtes fervent d'IBM ou de Sun ou de GiroKit, vous pouvez coller l'implémentation qui correspond à cet endroit-là. Donc on a certaines définitions là, donc typiquement les require, pré, post-on et compagnie, ça correspond à des requirements qui correspondent aux phases d'inscription du RPM. Le RPM il s'inscrit il a des hooks au niveau de son cycle de vie, l'installation, donc le pré c'est la préinstallation.
Donc notamment, là ce qu'on voit, c'est qu'on aura besoin d'avoir les fonctionnalités, la commande d'ajout d'utilisateurs et de création de groupes avant l'installation. Donc avant d'installer le package, d'avoir copié le moindre fichier, je vais créer, on voit là qu'on va créer un utilisateur et un groupe. Pareil, au post-on, donc juste après la désinstallation, on va supprimer le groupe et l'utilisateur. Pourquoi on fait le ménage proprement? On évite le syndrome des bases de registre Windows. Là, on définit un ensemble de sources qui sont quelque part positionnées dans l'espace de construction. Donc on a un bout de descriptif. Et là, on voit les différentes phases. Il y a une première phase, c'est ce qu'on appelle un setup. Donc le setup, globalement, dans les étapes de RPM, généralement, c'est là où on commence à faire des opérations pour dézipper les fichiers qui sont dans les sources. Donc là, en l'occurrence, on dézippe le premier fichier disponible. La deuxième, c'est les phases de build. La phase de build, pour des applications d'entreprise qui partent de livrables binaires, c'est pas nécessaire. Ça, c'est typiquement quand dans les RPM, quand vous prenez le source sur un site de source et que vous le reconstruisez localement. Ce qui n'est pas le cas et c'est pas à faire dans votre cas, puisque quelque part, les binaires, ils ont déjà été construits et ils sont disponibles sur votre Artifactory ou votre Nexus interne. Après, on fait et là, on a la partie qui s'appelle installation. La partie installation, c'est juste globalement prendre et déplacer des fichiers et les mettre à certains endroits. Alors, pour ce faire, RPM utilise un truc, on va dire qu'il a tendance à RPM build root, quelque part, il suffixe dans son espace de travail une copie de l'espace de destination. Pourquoi? Parce que c'est juste pour se garantir que quand on construit un package qui va par exemple modifier le répertoire ETC, on ne va pas écraser ce qui se trouve réellement. Donc quelque part, il positionne cette copie du file system à un endroit qu'il définit par la variable RPM build root. Donc votre ETC et autres, ils vont se trouver là-dedans. Et au moment où il va construire l'archive, il va les remettre au bon endroit. Donc là, on crée différents dossiers. On crée par exemple le dossier sysconfig, le dossier log rotate, limit.d. Ça, c'est des fichiers qui parlent aux ops. Limits.d, notamment, c'est là où généralement on met des fichiers de configuration qui permettent de donner des droits et des limites aux applications. Log rotate.d, c'est typiquement là. C'est le truc qui est toujours oublié, c'est où on fait le ménage. Vous avez un serveur web, par exemple, qui a une bonne activité, ça pond de la log, vraiment beaucoup de log. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir à cet endroit-là, on va injecter le script qui va faire le nettoyage. Ça ne sera pas forcément le bon du premier coup, mais en tout cas, on pourra montrer aux gens aux équipes de prod que c'est une problématique de prod et qu'on l'a adressée. Et limite, après, le tuning va être adressé, va être fait, cette évolution. Par exemple, le fichier en question qu'on va copier, on va le faire avec les équipes de prod. Limite, les équipes de prod pourront se dire, moi, les règles de log rotate, je préfère les gérer. Mais quelque part, on a le place order, on en pose un. Même s'il est vide, mais au moins, il est déjà là. Et là, donc, on crée et là, en fait, on regarde, c'est relativement simple. Ce qu'on fait, c'est, on a un Tomcat qui a été dézippé, on va le mettre dans le répertoire de l'AppDIR. On crée des fichiers de configuration. Comme on a un Tomcat qui a été dézippé, on nettoie, on vire toutes les web apps fournies de base et on descend comme ça. Donc je ne vais pas détailler toutes les opérations, c'est un petit peu long. Et là, notamment, on voit tout à l'heure, on parlait des placeholders. Là, on a des placeholders. Autrement dit, là, il y a les variables arrobas qui vont être remplacées par des variables définies, enfin par du contenu défini dans le processus de construction. Donc ça, c'est un bon moyen, par exemple, pour une équipe de dev, se dire ok, ben là, je sais que ça va être remplacé par le processus de construction. Juste peut-être l'illustrer dans celui de l'application pour faire le lien. Termine la descente sur celui-là. Là, typiquement, on peut le voir. Là, juste pour l'illustration, le package qui est décrit, là, c'est le package qui déploie Jenkins dans la Forge. Non, là, c'est le Jenkins dans la Forge. Ouais. Qui part sur le même principe. Si on met Jenkins avec son Tomcat embarqué et on le balance dans un RPM. En fait, les Jenkins qui ont été utilisés dans la Forge de ce projet-là, et même le Nexus, suivent ce modèle-là, en fait. Donc, on utilise déjà l'outillage RPM pour faire l'outillage qui sert à la Forge, en fait. Et ensuite, ce qu'on a, c'est là où on a les fameux hooks qui sont intéressants, donc la phase de pré, donc de préinstallation, où là, c'est clairement, si on regarde, c'est clairement des commandes d'administration. Je rajoute un utilisateur, je rajoute un groupe. Là, on détecte par exemple un update time. Un update time, c'est, on s'aperçoit que justement, donc le système RPM passe des informations pour dire, ok,
tu te trouves à ce niveau-là. Et là, notamment, on sait qu'on est dans une phase qui va être une phase qui n'est pas d'installation, mais de mise à jour. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'avant d'installer quoi que ce soit, on arrête le service qui tourne pour pas avoir de collision ou de problème. Et une fois que c'est terminé, on peut faire les opérations correctement. Là, la période de poste, c'est c'est le hook qui prend la main une fois que tous les fichiers ont été déposés. Donc le RPM, il a une empreinte avec l'ensemble des fichiers, il les pose. Donc il donne la main avant, il donne la main après. Là, ce que je fais typiquement, je me dis c'est une première réinstallation. Ce que je fais là dans la partie random et set, ce que je fais là, c'est j'injecte. Alors ça, c'est un mode paranoïde, mais j'injecte des logins mots de passe qui sont générés à l'installation du package. Pourquoi? C'est pour éviter que quelqu'un, si vous avez un audit de sécurité, il dit attendez, les logins mots de passe que vous avez mis pour la console JMX, ils sont en clair dans les sources. Non, ils sont pas en clair dans les sources. Non seulement ils sont pas en clair dans les sources, mais ils vont être générés et ils seront différents à chaque installation. Ça, c'est si vous voulez le faire de cette manière-là. Donc ça, c'est vraiment le mode. Si vous avez un audit de sécurité, je pense qu'on ne pourra pas vous attaquer là-dessus. Encore une minute ou deux. Après, on fera une petite présentation pour finir sur une démo. Un autre mode là, donc là c'était au moment de l'update. Là, ce qu'on voit, c'est que le système là, après l'installation, il a détecté que l'installation au moment de l'application, au moment de l'installation, elle tournait. Il l'a détecté, ce qui fait, comme c'est un bon candidat, un bon citoyen, ce qui fait, il la redémarre. Là, c'est pareil, c'est au choix. Là, dans le cas de l'outillage de Forge, c'est un choix. Dans le cas de le même projet, sensiblement le même scripting qui a été utilisé pour notre application, on a cassé ce lien-là. On dit, on préfère arrêter le service, le mettre à jour, parce qu'éventuellement, dans la mise à jour, on aura peut-être des opérations de reprise de base de données, donc on veut avoir la possibilité de s'intercaler au milieu, et après, on le redémarre. Ok. Petite conclusion là sur RPM ou des. Donc juste si tu peux remettre sur la présentation. Ouais, dans l'approche, ce qu'il faut comprendre en fait sur les RPM, là on a montré une séquence de RPM, mais même la manière dont on les a packagés, c'est un petit peu du all-in-one. Hein. C'est-à-dire que le package applicatif est natif en tout cas. Oui, pardon, c'est moi qui suis. Voilà. Un petit peu de maths. Donc le principe, c'est que ces RPM, en fait, on pourrait mettre la dynamique dans des RPM différents, en tout cas la définition de la dynamique dans des RPM différents qu'on appellerait de profil. Ou par exemple, imaginez que on a un déploiement un peu plus complexe où on a une partie, on va dire reprise des données ou des choses à faire en préparation de la livraison. On pourrait laisser notre package de déploiement d'appli tel qu'il est et ne pas mettre on va dire de notion d'update dedans. C'est-à-dire que ça met pas à jour l'application, ça prépare le package et ça l'installe dans le système. Et on aurait un autre package qui sert à la migration des données. On mettrait ensuite ce que tu préconises, de mettre un package devant de profil qui lui va séquencer, on va dire, les updates et la reprise des bonnes versions de package. Voilà. C'est un package qui se met un peu en chapeau. Ok. Oui, c'est ça, c'est des RPM de configuration qui font le lien entre les RPM purement opérationnels et ceux qui sont applicatifs. Voilà, typiquement, il y a un exemple très bête quand on parle de... Donc les RPM OS, ils sont fournis par votre distribution, on s'en occupe pas. Les RPM applicatifs, c'est globalement vos applications, et les RPM de configuration ou de profil, c'est quelque part, qu'est-ce qui permet de caractériser une instance. Tout à l'heure, je parlais d'un exemple très bête, je disais, pour tourner l'application, il me faut un Java. Imaginons que j'ai une machine en 32 bits ou en 64 bits, idéalement, j'aurais pas forcément envie de faire tourner le même type de JVM. Donc un RPM de configuration, on va dire de profil de runtime, c'est se dire, il va juste décrire, il y aura zéro code dedans en disant, sur ce type de profil, j'aurai une Java Sun 1.6.0-31 en 32 bits. Parce que je sais que c'est un profil qui correspond à une typologie de machine en 32 bits. On pourra mettre, et c'est ce qu'on utilise à titre d'information, c'est ce qui est utilisé, ce qu'on a utilisé chez Axway pour monter toute notre forge. Les comptes utilisateurs, les outils préinstallés sont déjà dans des RPM de profil. Donc on prend une instance vide, on lui colle un RPM de profil qui fait rien que tirer et installer exactement les bons packages en fait. Alors, donc juste pour la conclusion sur cet outillage-là, donc Henri développe avec d'autres des RPM et d'autres types d'installations pour les outils qu'on utilise en dev, Jenkins, Subversion, même Git, vous avez fait aussi Gitbit, voilà, Sonar et autres. Donc ça, c'est des travaux intéressants si vous voulez contribuer sur des RPM qui ne soient pas des applications à mettre en production, mais sur celles qu'on utilise quand même pas mal. Ça, c'est un bon petit terrain de jeu. Donc là, il reste une dizaine de minutes.
Je voulais qu'Arnaud fasse un petit retour d'expérience quand même sur Puppet. Et effectivement sur l'importance du monitoring dans les applications. Il y a quand même un point, donc aujourd'hui on l'a pas montré sur la démo, mais c'est aussi quelque chose qui demande à être mis en place et qui souvent est source de friction entre les devs et les ops. C'est qu'on est dans des environnements distincts et d'un côté on va avoir des monitoring, souvent des ops très orientés système. Quelle place il me reste sur mon file system, quelle place, qu'est-ce que la mémoire libre, le CPU, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une JVM, c'est un environnement complexe, mais aussi avec plein de choses dedans, mais on a des moyens de la monitorer. JMX, c'en est un, donc on peut créer des MBIN pour créer nos propres indicateurs qui vont au-delà des indicateurs techniques de la JVM. On peut donc avoir des indicateurs fonctionnels. On peut aussi avoir des MBINs qui permettent aussi de faire des actions sur l'application en prod. Et l'idée de tout ça, c'est aussi de travailler avec les équipes de prod pour avoir des reporting cohérents et communs et des suivis, des monitoring entre tous les indicateurs qu'on peut avoir, qu'ils soient système ou applicatifs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive souvent à se battre sur des points de oui, ton application elle tourne pas en prod, elle se plante, etc. Mais on n'a pas les bonnes informations parce qu'on se limite à une supervision système qui est pas du tout suffisante pour analyser des fois les problématiques qu'on peut comprendre, alors que si on avait su que en fait c'est parce qu'il y a eu 36 000 créations de dossiers à ce moment-là dans l'application que effectivement c'est ça, ce qui a enclenché la rupture de mémoire ou de CPU ou quoi que ce soit, on pourrait avancer beaucoup plus vite, avoir des meilleurs feedbacks entre les deux équipes. Donc aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'outils qui existent, il y en a de plus en plus qui essayent de marier aussi un peu les deux, de faire à la fois de la supervision système et d'offrir aujourd'hui du support pour notamment donc JMX pour Java. Alors les classiques Java, les Java orientés classiques, les Visual VM, etc. bien sûr. JMX Trans, Graphite qui permettent de faire du monitoring pareil light et d'avoir du reporting, du suivi de l'historique sur ce qui se passe, et des produits Mumin, Java Melody, Zabbix. Zabbix dans cette toute dernière version supporte à la fois JMX et les monitoring classiques des systèmes. Donc voilà, on peut enfin avoir, on va sur cette tendance de pouvoir monitorer l'ensemble du système, mais vraiment le système applicatif, donc le système OS et applicatif qui va avec. Et c'est pas à laisser aux ops, c'est vraiment à utiliser le plus tôt possible dans la pile et de bien les maîtriser, y compris pendant les tests et compagnie, parce que ces systèmes-là seront en production, donc il faut les utiliser dès le départ en permanence, et que les développeurs aussi utilisent ces outils pour comprendre et voir leur application par cette lunette-là. C'est ça qui est extrêmement intéressant. L'application, on la voit pas par le débugger, on la voit par cet outillage-là en production, et c'est cet outillage-là qui doit rendre l'état de l'application. Donc Arnaud, on va passer rapidement sur la partie Puppet, mais c'est un retour d'expérience qui ouvre des débats, parce qu'on cache pas du tout ces outils-là. Et Pierre-Antoine fera une démonstration live juste après. Donc voilà, Arnaud. Pour en revenir à l'outillage, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de DevOps, donc on en vient souvent à des sujets comme Chef, Puppet, Capistrano ou autres. Je vais effectivement pas vous faire une presse d'une heure dessus, on n'a pas le temps. Je vous invite plutôt à aller voir celle de Bertrand Paquet ou autres. Il y en a plusieurs sur DevOps aujourd'hui et dans les jours à venir. La sienne, je crois, elle est ce soir sur Chef et Capistrano. Mais donc vous avez de l'outillage qui aujourd'hui se veut être DevOps compliant et aider dans cette logique de rendre l'OS et rendre sa configuration plus proche d'un environnement de développement que d'un environnement d'operating system. On se retrouve en fait donc avec des installations guidées. L'avantage, c'est qu'on a aujourd'hui finalement beaucoup d'environnements virtualisés. Alors de toutes sortes, ça peut être VirtualBox ou les autres, mais on a donc des outils qui se créent au-dessus de ça, comme Vagrant ou Vivi, qui permettent eux d'industrialiser la gestion de ces virtual machines. Donc on va être capable d'automatiser et de créer à la demande des virtual machines selon certains critères, selon certains l'OS, les mémoires, etc. On va être capable de les démarrer, les arrêter, tout un tas de choses. Voilà, on est capable de scripter aujourd'hui l'operating system, sa création et sa gestion.
Moi, j'ai mis en place Puppet chez Exo pour toute notre infrastructure, essentiellement QA, pour justement s'assurer que sur notre infrastructure de QA, donc qui comporte quelques serveurs, une grosse dizaine, qu'on ait un contrôle total sur ce qui est fait dessus, que ça soit de manière homogène et qu'on soit cohérent sur l'évolution de ces systèmes-là, puisqu'on a besoin de les contrôler pour être sûr que la QA s'effectue toujours sur des systèmes qu'on maîtrise, et non pas qu'effectivement on est un administrateur système qui dans un coin va nous mettre à jour le package Tartampion et que tiens, la QA, l'application marche plus. Bah oui, non, mais c'est parce que l'autre il a fait sa mise à jour système qu'on contrôlait pas. Donc on a besoin de contrôler l'ensemble de l'environnement pour gérer ça. Ce qui est intéressant dans Puppet, c'est qu'on est dans des logiques où effectivement on est dans du descriptif, alors là Puppet, contrairement à Chef, c'est moins du script, mais c'est plus du DSL à la Maven. Donc on va dire ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, avec tout un tas de syntaxes pour dire je veux créer un utilisateur, je veux créer une ressource, donc ça peut être un fichier, un répertoire, etc. C'est à mon goût complémentaire à ce qui est fait justement dans RPM, puisque justement RPM peut permettre d'aller dans le scripting là où Puppet est trop limité. Il y a une grande communauté, donc ça bouge bien, c'est assez intéressant et c'est modulaire. Par contre, il y a quand même quelques trucs que j'aime moins aujourd'hui sur ce type d'outils, c'est qu'aujourd'hui les documentations restent fouillis, incomplètes. Donc on est sur des produits qui sont quand même jeunes en termes de maturité, de documentation, etc. Donc on a besoin de connaître les personnes, d'avoir les réseaux, etc. C'est quand même pas toujours simple. Toute cette logique, ça a beau être sur des logiques de modules, de réutilisation, ça reste encore, on est très loin d'un Maven avec ses plugins qu'on peut réutiliser facilement. Là, on est vraiment encore sur des trucs où on est obligé de forquer les codes sources, des modules, pour les réutiliser. C'est assez compliqué. Et le DSL, voilà, on est vraiment dans cette frontière où il faut trouver la bonne logique, la bonne limite entre je suis dans un DSL qui me décrit le système et je ne veux pas aller trop dans le scripting parce que lui il sait pas du tout faire le scripting, donc même faire un if potentiellement c'est compliqué, ou faire un for, plutôt un if il sait faire mais c'est un for il saura pas faire. Donc voilà, sur mettre un environnement en place, des fois on a besoin de faire ce genre de choses. Donc voilà, il faut trouver la bonne logique et c'est là où c'est intéressant d'intégrer ça, une logique de Puppet pour juste gérer tout ce qui va être fonctionnel, le descriptif de l'environnement, etc. Avec par contre des RPM pour cadrer clairement les installations des environnements, etc. Ouais. Ok, donc là sur la présentation elle-même, on rappelle que le but du jeu c'est vraiment de fluidifier l'ensemble de la chaîne. On est bien conscient qu'on n'a pas tous les outils encore affinés pour le faire, mais c'est en travaillant dessus, en donnant la main aux gens qui sont après vous pour vous demander et prendre l'application quand elle est prête, que ça se travaille. Donc voilà. Le but c'est de passer de l'escalade de mur à une course d'obstacles et puis après éventuellement de moins en moins d'obstacles. On tire à la corde. Déjà une course d'obstacles c'est mieux, ça fluidifie. Pour la partie démo, donc démo rapide, c'est juste on va partir du principe que alors on avait une request de bug notamment qui a été mise en avant, qui est dedans. On peut mettre, il y a un manque de validation sur le plateforme. Enfin, il y a plein de petits bugs dans l'appli elle-même. L'appli n'est pas le sujet du truc. Là, ce qu'on va juste introduire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est juste rajouter l'affichage de la version dans l'appli en bas, parce que c'est un requirement qui a du sens pour tout le monde, à la fois pour les utilisateurs, pour le bug tracking, pour la référence. C'est assez intéressant. C'est vite fait dire, oui, j'ai un plantage, mais dans quelle version? Savoir si on travaille sur précisément des vrais snapshots réalisés ou si on est sur la version locale d'un développeur. Tu mets l'écran. Oui. Alors, donc là, il n'y a pas que moi qui vais faire la démo, il y a aussi... Bon, c'est fini, on va la faire très très vite. On va bouffer sur votre pause, on est désolé. Donc ici, là j'ai mon master. Merci. Non, il y a des applaudissements parce qu'au cas où ça s'entend pas. Mais c'est à côté. Donc notre application, on va vouloir rajouter ça. Donc là, je vais pas vous le coder en live, sinon on va prendre un petit peu de temps. On va faire un check-out de ça. On va attendre que le truc se rafraîchisse gentiment. Voilà, on est sur App Version. Je vais peut-être afficher rapidement les modifs, si ça a un intérêt quelconque. Ok, donc on a en fait fait comme différence entre notre App Version et la branche principale. On a modifié pas mal de fichiers. Au passage, j'en ai profité pour rationaliser, comme toujours. Alors, j'aurais pu découper mon commit en deux, c'est ce que j'avais prévu de faire, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, je vais le pusher crade, vous n'allez pas voir, d'accord? C'est une démo. Hein. En vrai, je l'aurais coupé en deux, j'aurais attendu 20 minutes de plus.
Je comptais le faire au passage. Donc là, je vais pusher là-dedans. Donc il y a à la fois l'affichage de la version et aussi on a rationalisé les fichiers, j'ai externalisé les propriétés de Mongo, enfin ce genre de choses. Ça va être un peu à l'arrache parce qu'on n'a pas testé cette version. Ouh. Donc même pas peur. Alors, je suis en quel... Ouais, je peux me vérifier moi. Ouais. Ok. Hop, mal ce que je fais. Là, je suis dans la branche. J'aurais dû faire un... Petit. Git base version. Eh merde, évidemment. Ouais. On le fait à la crado ? Ouais. Allez. Ça marche pas évidemment. Qu'est-ce qu'il me dit comme conflit ? Oh. Share with me web app. Fichtre. Bon, on annule la démo ou... Oui, non, mais de toute façon, l'application va être en ligne. On vous la Ouais. fera. Il y a... Non, je finis ça, vous irez voir, il y aura la version. Donc, dans le principe, le push va se faire, ça va faire le trigger de l'info. On aurait eu 10 minutes de plus, ça allait. Mais ça va faire le trigger du build. Donc ça va être fait dans les 10 minutes qui viennent, normalement. Le trigger du build va lancer la création des packages RPM qui vont être déployés sur l'instance de prod, avec une belle version qui va s'afficher. Donc vous irez voir sur https://www.sharewithme avec un 4 à la place du A. Voilà, bah merci beaucoup, en tout cas. Donc le rappel, c'est bien là pour ouvrir les débats autour des outils et des pratiques DevOps. On n'a pas toutes les solutions comme vous l'avez vu, on n'a pas encore toutes les pratiques non plus, mais on est bien là pour ouvrir les débats et collecter des retours et discuter de ça et vraiment créer les connexions avec les différentes équipes qui vous entourent, quoi. Et Merci beaucoup. Et conclusion aussi, en plus, quand vous avez une démo à faire, ne faites pas des modifs dans votre code juste avant. Ça, c'est normal. Personne fait ça.